Ça, c'est sans compter le ressenti au vent. C'est ça. Ça vaut quand même le coup là ici. À 2500 mètres d'altitude, mais on a la chance d'être ravitaillé par une motoneige tous les jours. Donc ça c'est un luxe puisque du coup ça nous permet de travailler des produits frais. Là c'est pas évident de rentrer dans les refuges quand on n'a pas d'expérience, mais j'ai eu ma chance. Enfin, Cyril m'a laissé une chance et du coup je l'ai saisie. Voilà, je travaille depuis 2 mois dans ce refuge. Parce que les journées au refuge sont longues et demandent beaucoup d'énergie. Mais il y a un lac, un grand lac là sur tout le plat qui l'été fait un peu la beauté du décor. Mais donc voilà l'ancien refuge et c'est vrai que de suite au-dessus on voit les grosses stocks de neige. Bon là ça fond assez vite mais donc le refuge avait déjà pris une avalanche, avait enlevé un étage. Et donc à partir de ce moment-là aussi ça a été le déclic pour dire bon on arrête d'accueillir du monde là-bas. Et en fait donc la différence de hauteur entre l'ancien refuge et ici, ça a suffi pour démontrer que les avalanches ne viendraient pas jusqu'ici. Ouais.
Dans les années 80-90, qu'avec un peu l'essor du tourisme dans les montagnes et tout ça, qu'il y a eu l'idée ici d'accueillir du monde avec toute l'escalade, la randonnée, tout ce qu'il y avait à faire dans le coin. Ça a un peu débuté dans les années 80-90. Et bon, au début, c'était juste des gens de passage. Enfin, c'était pas réellement une activité à plein temps. C'était plus un gardien de refuge qui était là pour aller se balader avec les gens la journée, les accueillir. Et ils faisaient tous à manger le soir. Ils étaient 5-10 dans la cabane. C'était vraiment une bonne ambiance familiale. Et tout ça. Et donc après, c'est vrai que dans les années 2000, fin 90, il y a eu pas mal de restrictions européennes qui ont décidé de plus accueillir du monde dans l'ancienne cabane qui était plus aux normes, enfin plus aux nouvelles normes, qui était un peu en risque avalanche et tout ça. Peut-être qu'on aura l'occasion d'aller voir la cabane, la situation de la cabane à l'extérieur. Et donc dans les années 2000, il y a eu François Giroud, donc l'ancien gardien, enfin l'un des premiers gardiens ici du refuge de la Blanche, qui a décidé de lancer le projet de créer ce gros refuge ici, juste en face de l'ancien, et qui suffisait, l'écartement suffisait à faire en sorte qu'on ne soit plus touché par les avalanches de ce côté-là. Et donc bon, c'est une construction ici qui a duré quand même 5-6 ans. Ici, les périodes hors neige sont vraiment très courtes. Il y a vraiment 4 mois qui permettent la fabrication et les travaux et l'accès aussi par la piste, tout ça ici. Donc ouais, ça a duré 5-6 ans. D'ailleurs, au début, il y avait juste cette pièce-là qui a été créée. Et après, une seconde pièce qui a été créée pour les dortoirs. Donc ça a été fait en plusieurs étapes, hein, ça n'a pas été fait d'un coup. Et donc c'est toujours François Giroud qui a créé ça. D'ailleurs, c'était un peu ambiance avec ses copains, tout ça, qui sont créé ce refuge. Et après, donc, lui, il a gardé le refuge donc, des années 2000 jusqu'aux années... donc nous, on a repris en 2017. C'est un refuge privé? Ouais. Dans le Kérat, d'ailleurs, c'est que des refuges privés, hein, que ce soit Niel, Furfande, refuge des Cimes. Et quel lien vous avez avec le parc régional du Kérat? Aucun. Enfin, c'est vraiment... Enfin, on travaille ensemble sur des projets, sur la sauvegarde des espèces, sur l'environnement, tout ça. Mais après, en lien direct, aucun. Enfin, c'est tout des cabanes qui ont été construites par des privés et qui ont été revendues en telles, quoi. Donc là, vous êtes propriétaire? Ouais. Pas Ouais, ben moi et ma famille. Hein. Donc mon père d'ailleurs c'est mes parents qui ont repris ça en 2017. Et après, bon, c'est vrai que moi j'étais encore jeune à l'époque, j'avais 17-18 ans. Et le temps que ça se fasse, mon père est resté là avec une équipe les 2 premières années. Et après, le temps que je quitte mes études à 19 ans, je suis arrivé là et c'est vrai que j'ai un peu pris sa place. J'ai pris sa place. Bon, lui, il monte encore nous aider le midi et venir un peu voir comment ça se passe et tout ça. Quelle est la capacité du refuge? Alors là, dans le refuge, on a une capacité d'une 50aine de personnes. Donc, ouais, après, c'est des dortoirs assez familiaux de 4 à 8 personnes. Et d'ailleurs, ça convient totalement à notre public. Ici, c'est vrai qu'on a un refuge qui est assez accessible pour les familles, tout ça. Donc ça permet d'avoir chacun un peu son petit cocon à l'intérieur du bâtiment. Il y a combien de personnes qui passent par an, je dirais, au refuge de la Blanche? À peu près, est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a eu des comptages? Ouais, après, par an, c'est vrai que je ne saurais pas dire, mais parce que bon, c'est vrai qu'on est ouvert 8 mois par an, et hors saison, bon, il y a toujours un public qui aime bien venir hors saison, mais il n'y a pas grand monde non plus hors saison. Et après, en saison, par jour, il peut y avoir 2 personnes qui passent dans la journée quand il y a des mauvaises conditions, que c'est la tempête, et qu'il y a 2 personnes qui n'avaient même pas prévu de venir là et qui viennent se mettre à l'abri. Donc ça peut être ce style de journée-là. Et après, il peut y avoir des journées où il y a, je sais pas, 3
300, 400 personnes qui passent pour boire un coup, manger le midi, dormir le soir, des campeurs qui viennent se ravitailler là l'été. Est-ce qu'il y aurait des messages à faire passer aux randonneurs, aux skieurs qui viennent au refuge, en termes peut-être, je dirais, de précaution, je dirais de sécurité peut-être aussi? Ouais, bah après c'est vrai qu'il y a quand même il y a un gros mélange d'activités, surtout l'été. Il y a entre les cyclistes, les troupeaux là qui gardent les troupeaux qui sont gardés par des patous, les randonneurs, les escaladeurs ils sont plutôt sur leur montagne, mais bon ça fait pas mal de public sur un même sentier et c'est vrai que bon là justement le parc et tout ça commence un peu à réglementer certaines pratiques pour essayer d'organiser au mieux la gestion des sentiers tout ça. Ouais, on est dans la cuisine du refuge avec le cuisinier. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton équipe? Alors Quentin, le cuisinier, boulanger, pâtissier, qui sait un peu tout faire en cuisine. Adrien, bon le rescapé. On ne voit pas trop, il est caché derrière. Ouais. Faire un petit bonjour. Non, avec l'autre main, Adrien. Et le Loïc, le petit nouveau, qui vient se former ici, c'est sa première expérience en refuge. On ne sait pas ce qu'il en pensera à la fin. Mais... Il vient de quel endroit? C'est Manigo, en Haute-Savoie. Oh, c'est pas bien loin là, Haute-Savoie. Ouais, non, c'est pas très loin. Est-ce que vous êtes heureux d'être au refuge de la Blanche? Oui, ouais, pour l'instant ça va. Moi j'y viens d'arriver alors. Est-ce que Cyril est sympa? Oui, il est très sympa. Mais bon, ça fait pas mal de public sur un même sentier. Et c'est vrai que bon, là, justement, le parc et tout ça commence un peu à réglementer certaines pratiques pour essayer d'organiser au mieux la gestion des sentiers et tout ça. Puis pareil, par rapport, bon, ça, les chiens aussi, ça a été un peu encadré. C'est vrai que ici, l'été, il y a beaucoup de marmottes et souvent, il y a des chiens qui reviennent un peu avec des... Donc bon, c'est vrai qu'il y a un travail encore à faire, mais qui est en train de se faire sur les usages de la montagne par tout le monde et pour toutes les activités, quoi. Ce sont les éco-gardes, il y a des éco-gardes d'hiver et des éco-gardes d'été qui ont pour but de sensibiliser justement les randonneurs et les skieurs. Ça se passe bien en principe? Oui, bah après c'est pédagogique, hein, donc ils sont plus là pour expliquer aux gens les méthodes à utiliser quand on se rapproche d'un troupeau, quand on descend en vélo sur un sentier, les précautions à prendre. Quand on fait, bon là les feux ont été interdits, mais quand on fait un feu de camp, pareil les précautions à prendre, être pas trop loin d'une rivière, tout ça. Et puis bon pareil, pas se laver avec des produits chimiques en plein milieu d'un lac de montagne. Enfin ils sont, ouais c'est vrai que c'est leur rôle quoi, ils sont là un peu pour prévenir tous ces risques que les gens, c'est vrai qu'en ville n'ont pas forcément fait le rapprochement entre le danger que ça peut avoir pour une espèce ici et la consommation qu'ils en auraient en ville, quoi. C'est la tartiflette? C'est des sucres. C'est quoi le repas de ce soir? Ce soir c'est tartiflette. Tartiflette Avec la raclette du Cara. Ah, on va se régaler alors. Alors pour être gardien de refuge, faut être plutôt patient et pédagogue avec les clients, avec les usagers de la montagne, pour aussi, on a un peu le même rôle que les éco-gardes de prévenir des risques, surtout là l'hiver, en dehors des risques que peut avoir l'humain envers la montagne, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les risques de la montagne envers l'humain avec les avalanches, les circuits qu'on peut faire ou pas, suivant les conditions. Enfin, on est là pour prévenir aussi de tout ça et ouais, faut bien savoir. Faut être pédagogue. Et souriant. Et souriant, bah ça bon. Vous êtes totalement autonome. Il y a des panneaux photovoltaïques, il doit y avoir peut-être des problèmes au niveau de la gestion de l'eau, pas évident en hiver, non? Alors c'est vrai que dans pas mal de refuges, il y a une grosse problématique autour de l'eau. Ici, on est plutôt chanceux, on a une source qui débite vraiment bien et d'ailleurs on est en train de voir là pour installer une turbine.
Parce que bon, l'électricité, on y viendra après, c'est encore un autre souci. Mais ici, au niveau de l'eau, c'est vrai que même les dernières sécheresses qu'il y a eu les années précédentes, ça s'est bien passé. On a une bonne source, on a une bonne canalisation pour arriver jusqu'au refuge. On a eu beaucoup de problèmes de gel et tout ça au début, l'hiver, mais ça a été refait. Et ici, c'est vrai qu'avec l'eau, on a plutôt de la chance. Comparé à certains refuges où il faut faire fondre la neige pour faire la vaisselle. Non, ici, on a de la chance avec ça. Mais en contrepartie, c'est vrai que par rapport à l'électricité, on a l'hiver très peu d'ensoleillement. Vu qu'on est vraiment dans un cirque, le soleil, là, au mois de janvier, on le voit 1h30 par jour. Et donc l'énergie, c'est vrai que c'est vraiment... faut gérer ça au mieux parce que les panneaux solaires, avec 1h30 de soleil par jour, on peut allumer les lampes, mais c'est tout, quoi. Donc bon, il y a des soirs où on mange à la bougie, on fait la vaisselle tant qu'on peut à la main. On a pas mal d'équipements de cuisine à gaz, donc pour protéger un peu aussi, pour réussir à faire à manger aux gens, parce qu'on va pas leur faire manger que de la neige. Ah ben là, c'est le retour à l'essentiel, et puis on essaie de se satisfaire de ce qu'on a et de trouver des solutions pour faire avec ce qu'on a. Ouais.